Êtes-vous déjà tombé sur une image en vous demandant comment le photographe avait bien pu obtenir d'aussi belles couleurs? Quels sont les secrets d'une colorimétrie maîtrisée et comment les professionnels usent de la couleur pour booster l'esthétisme de leur travail? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo aujourd'hui. Le but étant que vous puissiez y arriver par vous-même, d'obtenir la bonne philosophie, et quand bien même cette vidéo ne vous aurait pas aidé à développer votre propre sens de la couleur, je vous révélerai un secret à la fin de cette vidéo qui vous expliquera comment voler les couleurs de vos concurrents. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, je tiens à éclaircir un point. Cette vidéo ne s'attardera pas réellement autour de la pratique de la correction colorimétrique, mais avant tout sur son côté théorique et philosophique, à savoir comment, avant même le shooting, aborder la couleur, la comprendre, l'intégrer et la maîtriser. La photographie nous parle, nous inspire, nous véhicule des humeurs et des émotions. Exactement comme la couleur. La colorimétrie est une science largement utilisée par bon nombre d'industries et il est important de ne pas la laisser au hasard. Je vais vous inviter directement à participer à une petite expérience colorimétrique. Je vais vous montrer deux photos d'intérieur et vous allez simplement, après coup, devoir définir laquelle des deux vous préférez. Je commence par vous montrer la première et je vous montre la deuxième. Certains d'entre vous, mais probablement très peu, ont préféré la première photo. Mais la majorité d'entre vous, j'en suis certain, et c'est mathématique, aura préféré la deuxième. Voyons ensemble pourquoi. Tout jugement que vous émettrez un jour sur une photo, que vous l'appréciez ou non, sera motivé par deux grands camps. La première partie qui va permettre d'émettre ce jugement sur cette photographie sera votre conscient. À savoir, est-ce que cette photo me plaît de manière consciente? Est-ce qu'elle appartient à un courant artistique qui me plaît, à une palette de couleurs auxquelles je suis sensible au quotidien, etc., etc. Est-ce que la mise en scène va me parler? Tout ça, ce sont des choses que vous allez être capable de votre conscient de réfléchir, d'argumenter, de discuter. La deuxième partie qui va vous aider à émettre le jugement sur cette photo se cache, elle, dans votre inconscient. Et l'inconscient, c'est votre cerveau qui va l'interpréter pour vous. Et le cerveau, bien que ce soit un outil très complexe et très puissant, aura toujours tendance à préférer ce qui est simple. Cette réflexion doit profondément se répercuter dans la manière dont vous prendrez vos photos. Pensez toujours à réfléchir tout ce qu'il se trouve dans le cadre de votre photo. C'est-à-dire, qu'est-ce qui apparaît à l'écran. Lorsque vous photographiez un portrait, par exemple, veillez toujours à ce qu'il n'y ait rien, ou en tout cas le moins possible de choses susceptibles de venir troubler la facilité de lecture de la photo. C'est-à-dire que si l'attention doit être portée uniquement sur votre modèle, n'hésitez pas à aider votre spectateur en ce sens. Plus la photo sera facile à lire et à interpréter, plus elle aura de chances d'être appréciée par le subconscient de votre spectateur. Un petit bout d'horloge visible sur un mur mais qui n'est pas essentiel au décor de votre photographie, virez-le. Un carrelage qui n'est pas de la même couleur au sol que les autres parce qu'il a dû être remplacé, évitez-le. La queue du chat qui vient dans le cadre que vous ne pensez pas grave mais qui est là quand même, enlevez-la. Tout ce qui n'est pas justifié doit être enlevé. Donc, demandez-vous toujours pour chaque élément qui se trouve visuellement dans votre cadre si vous avez pris la décision de le mettre ou si c'était le hasard ou une contrainte. Si cet élément faisait partie de l'un des deux, virez-le. Si par exemple l'horloge au mur faisait partie intégrante de votre volonté artistique et que vous vouliez qu'elle fasse partie du décor, arrangez-vous pour que votre spectateur le comprenne. Ne laissez pas qu'un petit bout dépasser, mettez-la en évidence et réfléchissez à comment faire interagir cet élément avec votre sujet. Mais jamais, au grand jamais, ne laissez quoi que ce soit dans votre cadre que vous ne puissiez pas expliquer à quelqu'un qui vous le demande. L'objectif final étant systématiquement d'avoir le plus possible le subconscient de votre spectateur de votre côté. Souvenez-vous, il n'y a que deux paramètres pour aimer une photo, ses goûts personnels et son subconscient. Pour les goûts personnels, vous n'aurez pas la garantie que vous collerez à votre spectateur, mais le subconscient, vous pouvez le manipuler. Alors faites tout en votre possible pour déjà gagner 50% de l'appréciation de votre spectateur, sans même qu'ils s'en rendent compte. Si cela s'applique à tous les parasites qui peuvent se trouver dans le cadre, cela s'applique aussi aux couleurs. Trop de couleurs égale trop de choses à interpréter. Vous l'aurez compris, au moins il y a de couleurs, en tout cas
différentes dans votre photographie, au mieux réagira le subconscient de votre spectateur. Moins d'informations à traiter égale j'apprécie. Mais il y a également aussi une autre raison qui va influencer l'interprétation de votre spectateur par rapport à cette réduction de couleurs. Non plus cette fois parce que ne pas avoir beaucoup de couleurs facilite la lecture, mais surtout parce que ne pas avoir beaucoup de couleurs est naturel. Rappelez-vous toujours que quoi que nous soyons en tant qu'humains, nous appartenons à la nature et que la nature a conditionné bon nombre de mécanismes en nous. Pourquoi penser à ça? Parce que imaginez n'importe quel paysage naturel dans votre tête, presque tous les paysages ne vous offriront que 2 ou 3 dominantes de couleurs à la fois, pas plus. Si je vous dis forêt, vous allez penser marron et vert. Si je vous dis plage, vous allez penser jaune et bleu. Si je vous dis montagne enneigée, vous allez penser à gris et blanc. Peu importe le paysage qu'on peut imaginer, la nature nous offre rarement, très rarement, plus de 2 dominantes de couleurs. Il est donc normal que nous, en tant qu'êtres vivants appartenant à la nature, notre cerveau préfère davantage ce qui lui semblera naturel. Il est typiquement humain d'avoir surexploité la couleur et de l'avoir intégrée dans notre quotidien qui, lui, est tout sauf naturel. Je veux dire, avoir une salle de bain et des immeubles partout, ce n'est pas quelque chose que la nature nous offre d'elle-même. Donc oui, la couleur est présente dans notre quotidien, mais n'est pas forcément bien intégrée dans nos mécanismes naturels. Contrairement à un paysage naturel où vous ne trouverez que 2 ou 3 dominantes de couleurs, promenez-vous chez vous pour comprendre que nous sommes tous les jours débordés de couleurs à ne plus savoir quoi en faire. Entrez dans votre salle de bain, je suis persuadé que vous y avez un tapis vert, un gant de toilette rouge, une bouteille de shampoing jaune, une bouteille de parfum violette, etc., etc. Quitte à créer complètement la désharmonie de décoration d'intérieur. Et la désharmonie colorimétrique, c'est justement ce qui va trahir une photo amateur. En photographie, donc, le premier secret et la première astuce que je peux vous donner est de réduire considérablement le nombre de couleurs que vous alliez insérer dans votre plan. De ce fait, vous réduirez l'efficacité de lecture. Moins de couleurs à interpréter égale plus de confort cérébral. Deuxièmement, moins de couleurs dans le plan égale plus de facilité à les harmoniser entre elles. Il est plus facile d'associer 2 couleurs que 10. Et troisièmement, moins il y aura de couleurs, plus cela paraîtra naturel. Alors ici, on ne parle plus de couleurs à proprement parler en tant que référence. Il ne s'agit pas de dire bleu et orange, mais plutôt de choisir 2 dominantes. Vous pouvez bien sûr avoir une scène avec plusieurs objets bleus de différents bleus et plusieurs objets oranges de différents oranges, du moment qu'ils appartiennent à la même dominante. Alors, je me permets une petite parenthèse que j'ai oubliée, c'est que lorsque je vous dis qu'il ne faut réduire vos photos qu'à 2 dominantes, 2 ou 3 couleurs possibles, le blanc, le noir et le gris n'en font pas partie. Lorsque vous choisissez vos 3 couleurs, pensez toujours que vous pouvez y rajouter le blanc, le noir ou le gris. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous essayez de saturer ou de désaturer du noir, du blanc ou du gris, il ne se passe absolument rien du tout. Alors, on parle de saturer, c'est amplifier la couleur, désaturer, c'est enlever la couleur. Vous désaturez à 100% une photo couleur, vous obtenez une photo en noir et blanc. Là est tout le principe. Voilà pourquoi, justement, le noir et blanc ne sont pas considérés comme des couleurs. Alors, je vais vous montrer un exemple de photographie de portrait que j'ai pu réaliser il y a pas longtemps pour bien vous démontrer que ne fût-ce que contrôler très légèrement les dominantes de couleurs et les réduire à un nombre plus petit joue beaucoup sur l'esthétique de l'image. Regardez, ici, à gauche, nous avons le portrait original et à droite, le portrait retravaillé. Alors, on fera l'impasse sur tout ce qui a été retravaillé en dehors de la couleur pour l'instant. Alors, on remarque que dans la photo originale, on a déjà réduit drastiquement les couleurs qui s'y trouvent. Ça a été pris sur un terrain de tennis et Dieu sait qu'il y en a des couleurs autour d'un terrain de tennis. Il y a le rouge du terrain, le vert du terrain, il y a tout ce qui se trouve autour en décor, etc. Donc déjà, d'emblée, pour réduire drastiquement les couleurs présentes à l'image, on a préféré cette vue en contre-plongée qui du coup ne nous laisse que comme couleur de fond uniquement le bleu du ciel. On a donc le bleu du ciel ici, on a un jaune-vert pour la balle, on a évidemment les tons chers pour la peau de notre sujet, et on a la couleur du vêtement, ce qui déjà de base ne nous fait pas forcément beaucoup de couleurs. Et pourtant, malgré ce qu'on peut penser, il y en a bien plus que ça. On a toutes des nuances de bleu, rien que dans les tons chers, on a énormément de couleurs, et le polo ici pourrait être mieux maîtrisé. Alors, ce qu'il faut faire déjà quand on veut s'attaquer au traitement colorimétrique d'une photo, c'est savoir exactement quelle couleur on veut et quelle couleur on ne veut pas.
Par exemple, ici, pour le portrait, une couleur que je ne voulais pas garder était le bleu présent sur le polo de sport. Pourquoi? Parce que ce bleu, je le trouvais très éloigné du bleu du ciel. Même si on reste sur du bleu, vous pourriez me dire oui, mais du coup, on reste dans la même dominante, donc forcément, c'est maîtrisé. Oui et non. Le bleu du ciel est vraiment bleu, en tout cas, je le vois bleu, alors que le polo est un bleu qui, en tout cas selon mon œil, tire énormément vers le violet. Je trouve que le violet n'a pas grand intérêt dans la colorimétrie globale de la photographie. J'ai donc préféré, et vous le verrez dans le traitement ici, utiliser du noir. Pourquoi le noir? Deux arguments. Premièrement, parce que ça nous aide à éliminer la couleur dont on ne voulait pas. Deuxièmement, parce que c'est une valeur sûre, ça ne rajoute pas d'autres couleurs non plus, le noir n'étant pas considéré comme une couleur. Et troisièmement, cela nous permet de créer un équilibre de rappel avec le noir qui était déjà présent sur les lunettes et dans les cheveux. Ça nous permet de faire des rappels colorimétriques qui esthétiquement fonctionnent bien et ça nous permet surtout d'aller rajouter la lourdeur en bas. Le noir étant pesant, le noir étant visuellement lourd, le rajouter en bas de l'image nous permet vraiment de donner une assise et une impression de stabilité qu'on avait un petit peu moins avec une couleur plus volatile comme le violet ici. En deuxième lieu, je me suis attaqué à la couleur de la peau de notre sujet. Couleur de peau que je trouvais très parasitée par beaucoup de couleurs inutiles qui en plus ne rentraient pas dans la dominante colorimétrique de l'image finale. Je fais surtout allusion à toutes les rougeurs de la peau. On n'y fait pas forcément attention quand on débute en photographie, mais les tons de peau sont extrêmement importants et peuvent très vite trahir des lacunes de gestion colorimétrique. Si on regarde la version terminée ici, on s'aperçoit que toutes les rougeurs ont disparu. Ça paraît très peu, on n'y fait pas forcément attention au premier coup d'œil, on pourrait se dire la photo là, je la trouve plutôt chouette, elle est plutôt bien réussie, je vais juste ajouter un peu de contraste, etc. et ce sera bon. Mais notez l'impact visuel que peut avoir la simple suppression des rougeurs de la peau ici. On a quelque chose de tellement plus stable, de plus épuré, et tout de suite ça appelle à une image plus professionnelle. Tout ça pour vous dire de vous méfier parce que les couleurs parasites ne sont pas toujours là où on le pense. Dans un décor bleu, la couleur parasite ne va pas forcément être le vase rouge qui se trouve en plein milieu, mais peut-être un rideau bleu sur lequel se trouveraient plusieurs reflets violets, rouges, dus à la lumière ou à la réflexion d'un objet d'une autre couleur qui se trouve à proximité mais qui ne serait pas forcément dans le cadre. Autrement dit, il faut vraiment porter attention avant même de prendre la photo à tout ce qu'il se passe autour de vous. Pour revenir donc simplement sur le traitement de ce portrait, vous l'aurez remarqué, il ne suffit de pas grand-chose pour, colorimétriquement parlant, aller apporter un cran de professionnalisme au-dessus. Simplement réduire les couleurs, bien penser aux endroits où elles pourraient se cacher, qui ne sont pas forcément les plus simples, et finir sur une photographie globale qui ne présente pas plus de 2 ou 3 couleurs. Je vous montre la comparaison avant-après d'un autre portrait que j'ai pu faire récemment pour vraiment aller appuyer cette théorie. Regardez ici, on a l'avant et l'après. Alors, on peut constater très rapidement dans la version après que les deux dominantes de couleurs qui ont été retenues sont l'orange et le bleu. Seulement, quelques couleurs parasites sont présentes sur cette version avant. On le remarque notamment ici, sur le siège inférieur gauche, qui contient énormément de vert. Le vert qu'on retrouve aussi ici, qu'on retrouve aussi là-bas, et qui a été totalement annulé dans la version après qu'on voit ici. Tout a été ramené au gris, qui est une couleur neutre, et qui rappelle le côté très mécanique et industriel que peut présenter un autobus. On se retrouve donc bel et bien sur une photo finale avec uniquement de la dominante bleue et jaune-orange, avec toutes les couleurs qu'il y a autour, qui tourne autour du noir, du blanc et du gris pour ne pas venir interférer avec ces dominantes choisies. Si la réalisation et la retouche complète de cette image vous parle ou vous plaît, sachez que j'en ai réalisé récemment le making-of et que je vous laisserai le lien de la vidéo disponible sur YouTube dans la description. N'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse. Si la colorimétrie peut être changée en post-production, je vous invite tout de même à porter une attention très particulière à cette science des couleurs avant même de prendre vos clichés. Pour deux raisons. Non seulement cela entraînera votre sens visuel et esthétique en vous forçant vous-même à connaître tout de votre photo avant même de la prendre, et deuxièmement, cela facilitera tout simplement le travail de post-production. Si vous arrivez devant Photoshop avec une photo dont les couleurs ont été laissées totalement au hasard, vous ne saurez pas quelle direction donner lorsque vous corrigerez cette photo. Est-ce que je garde le rouge? Est-ce que je garde le bleu? En quoi je transforme quelle couleur? Ça devient compliqué.
Alors, il faut savoir que cette maîtrise de la couleur est très implantée dans notre quotidien et est utilisée par beaucoup d'industries. Et une industrie qui est très facilement démontrable par rapport à ceci et qui a très bien compris la science de la couleur est le cinéma. Alors, on va regarder ensemble quelques captures d'écran de films célèbres avec leur palette colorimétrique en dessous. Alors, la palette colorimétrique, ça va être en fait un relevé de toutes les couleurs présentes dans l'image. Et tout de suite, cette palette nous aide directement, même pour un œil non exercé, à aller extraire et comprendre toutes les couleurs présentes dans un cadre. Et en regardant de plus près et en faisant défiler ces captures d'écran avec leur palette correspondante, on comprend tout de suite que le cinéma est un acteur qui applique scrupuleusement à la lettre le principe des dominantes de couleurs. Alors évidemment, plusieurs couleurs sont présentes dans la palette, mais elles sont facilement regroupables en seulement 2 dominantes, parfois 3 quand on s'autorise la folie, mais de manière générale, cela tourne par plan, en tout cas autour de 2 dominantes. Alors si ce genre d'extraction de palette de couleurs de films vous intéresse, sachez que toutes ces images ont été tirées d'un compte Instagram qui s'attarde à créer ce genre d'extraction de palette. Et je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo aussi. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça pourrait vous inspirer et vous ouvrir les yeux sur la manière dont le cinéma traite la colorimétrie. Alors, pensez à toutes ces couleurs avant même de prendre la photo. C'est pas une chose évidente ou aisée pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce mécanisme-là. Pour ça, il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider. Premièrement, je vais vous faire découvrir un site internet qui peut énormément faire évoluer votre façon de travailler par rapport à ceci. Alors, il s'agit d'un outil gratuit. Le site s'appelle colors.co, je vous mets le lien en description, et vous permet de générer des palettes de couleurs harmonieuses. Donc, c'est-à-dire tout un panel de couleurs qui sont faits pour fonctionner ensemble. Si vous n'avez pas encore l'œil pour les déterminer vous-même ou créer vos propres palettes, ce site peut en créer pour vous et donner une toute autre dimension à vos photos. On jette un rapide coup d'œil à cet outil. Alors, on va cliquer sur Start the Generator. Et là, le site internet nous crée directement une palette des couleurs qui sont faites pour fonctionner ensemble et qui peuvent largement inspirer votre travail photographique. Si la palette proposée ne vous plaît pas, on en tourne là-haut et on clique sur Générer. Le site va alors générer une nouvelle palette, encore une fois, de couleurs qui fonctionnent très bien entre elles. Si vous avez au début du mal à associer les couleurs ou à comprendre quelles sont les couleurs qui vont bien ensemble pour avoir un rendu vraiment maîtrisé, harmonieux et professionnel, utiliser ce site vous changera la vie. Voilà, je tente quelques fois de générer des palettes et vous verrez qu'à chaque fois, toutes les couleurs vont super bien ensemble. Vraiment, l'harmonie colorimétrique est vraiment très bien foutue. N'hésitez pas donc à vous servir de ce site. Je vous mets le lien en description. Un deuxième moyen pour s'inspirer de palettes pour vos photographies sont les livres. J'en ai un que j'utilise régulièrement qui s'appelle Couleur Sarah et qui est extrêmement pratique. Je vous donne un exemple de ce que ça peut donner. Tout est trié par dominante de couleurs. Ici, j'ai choisi du bleu pâle et on voit que le livre propose toutes sortes d'associations qui pourraient correspondre avec, généralement après les palettes, des mises en situation de décor intérieur qui correspondent, avec de nouveau la palette correspondante au décor et les codes couleurs qui vont avec. Ça peut drastiquement vous aider si, par exemple, vous avez un objet dans votre décor jaune que vous voulez photographier. Ben voilà, vous ouvrez le livre, vous allez à la dominante jaune et le livre va automatiquement vous proposer tout un tas d'associations de couleurs qui vont avec. Donc ça peut vous aider à ouvrir vos placards et aller chercher des objets qui correspondent à ces couleurs-là et créer du coup un décor harmonieux selon la palette suggérée par le livre ou le site web. Si vraiment tout ce travail colorimétrique en amont n'a pas suffi à donner l'ambiance que vous vouliez à votre photo, va entrer en scène la retouche photo. Avant d'entamer ce chapitre, je me permets de faire une petite pause pour vous suggérer d'aller vous abonner à mon compte Instagram. Vous y trouverez tout mon travail photographique ainsi que quelques trucs et astuces et des avant-premières sur certaines vidéos. Ça prend quelques secondes et ça fait extrêmement plaisir. Par la même occasion, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker, commenter, partager, tout le blabla qui va avec, ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est maintenant le moment, on va vraiment mettre les mains dans les entrailles de Photoshop et aller voir ensemble comment appliquer quelques traitements colorimétriques simples pour harmoniser les couleurs de vos photos.
On va voir ensemble aujourd'hui 3 méthodes. Alors, il en existe bien plus que ça. Photoshop propose des milliers de façons de changer la couleur d'un élément. Mais on va en voir 3 aujourd'hui qui sont probablement les plus courantes et les plus simples à utiliser pour nous dans l'immédiat. Juste avant de commencer, je me permets 2 petites précisions qui sont assez importantes. Premièrement, le Photoshop que j'utilise est en anglais. D'ailleurs, je vous invite à faire de même, à faire passer votre Photoshop de français à anglais, pour la simple et bonne raison que plusieurs fonctions qu'il propose et qui seront utiles à l'accélération ou à l'amélioration de votre façon de travailler ne fonctionnent que sur la version anglaise. Alors, c'est curieux, mais c'est comme ça. Si vous souhaitez donc progresser et pouvoir utiliser ces méthodes, je vous conseille vivement de prendre l'habitude de travailler avec Photoshop en anglais. Alors, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour ça. Généralement, les termes sont assez génériques et assez simples. Sélectionner, select, color. Bon, on n'est pas sur des termes non plus qui requièrent beaucoup de maîtrise. Donc surtout, ne prenez pas peur à l'utiliser en anglais parce que l'adaptation va très vite et ça vous ouvrira énormément de portes. Deuxièmement, je précise que je travaille sur Mac et que donc les raccourcis clavier dont je vous parlerai spontanément à l'oral ne seront pas les mêmes pour vous si vous travaillez sur Windows. Mais pas de panique, j'afficherai systématiquement à l'écran les équivalents des raccourcis clavier sur Windows. Et pour ceux qui ne veulent pas passer leur Photoshop en anglais, je mettrai systématiquement à l'écran la traduction française de ce que j'effectue. La première méthode qu'on va voir ensemble est probablement la plus simple et la plus connue. Elle a été démocratisée assez récemment, notamment via les applications de retouche photo sur mobile. Vous le connaissez certainement, ce sont une série de petits sliders associés à une série de couleurs, donc généralement des couleurs assez primaires. On a le jaune, l'orange, le rouge, le vert, le bleu, le violet. Et pour chacune de ces couleurs, vous allez avoir un slider qui permet d'une part de changer légèrement la teinte, deuxième part de changer la saturation et troisièmement la luminosité. Alors c'est une méthode assez simple qui permet de donner un mood général à votre photo, mais qui ne permettra pas un traitement chirurgical de la couleur. Ça veut dire que l'inconvénient de cette méthode fait que vous pourrez changer la teinte d'une couleur et l'amener sur une teinte qui lui est légèrement proche. Mais c'est bridé dans le sens où vous ne pourrez pas transformer un rouge en vert ou vous ne pourrez pas transformer un vert en jaune fluo. Ce n'est pas possible. C'est uniquement une variation d'une couleur vers sa teinte proche. C'est donc une méthode qui est efficace s'il y a déjà un bon travail colorimétrique qui a été fait en amont et qu'il y a déjà une belle harmonie des couleurs. Ça vous permettra des ajustements subtils qui accentueront le mood que vous voulez donner à votre photographie, mais sans forcément aller taper dans l'exagération et faire vraiment des changements colorimétriques drastiques. Alors pour vous montrer toutes ces méthodes, je vous propose de travailler sur l'image que je vous ai montrée au début. On va tout simplement, une fois Photoshop ouvert, faire attention que c'est bel et bien le calque qui nous intéresse qui est sélectionné ici. Et on va se rendre dans Filter et Camera Raw Filter. Ceci devrait normalement vous ouvrir une fenêtre indépendante. C'est tout à fait normal. Dans la colonne de droite, on va retrouver une catégorie qui s'appelle Color Mixer. Et cette catégorie présente effectivement tous les paramètres dont on a parlé tout à l'heure. Donc pour les rouges, l'orange, le jaune, le vert, les tons plutôt turquoise eau, le bleu, le pourpre et le magenta, on va avoir 3 sous-catégories qui sont hue, donc la teinte en français, saturation, change pas, et luminance, luminosité. Ici, pour aller, par exemple, changer légèrement la teinte du jaune orangé présent dans l'image, on va donc aller sélectionner le curseur qui correspond. Donc, on va se focaliser sur l'orange et le jaune, ici. Donc, dans l'onglet de la teinte, on va aller pousser le jaune soit vers l'orange, soit vers le plus jaune, qui poussé à l'extrême arrive à son vert. Alors, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce curseur ne nous permettra pas d'aller transformer l'orange en bleu, par exemple. On va vraiment pouvoir changer légèrement sa teinte pour l'amener subtilement vers une teinte voisine. Par exemple, ici, on pourrait aller vers plus de l'orange, et l'orange, on va pouvoir jouer un peu plus avec et l'amener un peu plus vers du rouge. Voilà, donc on se retrouve avec une photo qui tire beaucoup plus vers l'orange que vers le jaune par rapport au début. Alors, il y a un outil super sympa dans Camera Raw qui vous permet vraiment de voir la différence avant-après paramètres. C'est ce petit icône ici en bas. Alors, on clique dessus et hop, vous voyez l'image d'origine. On reclique, hop, on voit les paramètres qu'on a appliqués. D'ailleurs, les curseurs se mettent bel et bien un jour ici, hein, avant, après. Ça permet vraiment de contrôler ce qu'on fait sur l'image.
De même, si on avait voulu enlever ce jaune orangé, il nous aurait suffi d'aller dans l'onglet Saturation et sur la teinte orange, la désaturer. Idem sur la teinte jaune. Et de ce fait, on a enlevé sur l'image tout ce qui appartient à la dominante orange ou jaune. Et inversement, on peut aller pousser en saturation pour faire ressortir davantage ces couleurs-là. Sur le même principe, on peut changer la luminance. À ne pas aller dans les excès, généralement, sinon ça rend quelque chose de pas très naturel. Mais ça peut aider, hein, pour donner un peu plus de contraste sur une image, ça permet d'aller vraiment travailler la façon dont on peut ressortir une couleur indépendante. Par contre, vous l'aurez remarqué, ce traitement s'applique à toute l'image. Dès qu'on bouge un slider à gauche, à droite, c'est vraiment toute l'image qui réagit. S'il y avait eu du jaune aux quatre coins de l'écran, tous ces jaunes auraient réagi de la même façon. Donc comment vraiment aller appliquer ça de manière plus localisée pour être plus précis? Alors pour ça, je vais prendre l'exemple du portrait de tout à l'heure et grâce à cet outil, on va aller supprimer les rougeurs de la peau. On veut que ça s'applique évidemment juste à la peau et à rien d'autre. Pour ce faire, on va simplement aller faire une copie de notre calque principal. Pour ça, le raccourci le plus simple est commande J. Une fois que la copie est faite, faites bien attention que ce soit celle-là qui soit sélectionnée et on va se rendre dans Filter, Camera Raw Filter. Alors n'hésitez pas à toujours mettre bien en évidence ce que vous corrigez, en l'occurrence ici c'est la peau. On va zoomer dessus, soit en cliquant si la loupe est déjà apparente pour vous, soit directement ici en bas à gauche, on va pouvoir aller sélectionner le zoom qui nous intéresse. Alors si à première vue vous n'aviez pas vu les rougeurs sur la peau, ou que ce n'est pas quelque chose qui vous a sauté aux yeux, faites le test pour toutes les photos de portrait que vous faites. Ouvrez-les dans Camera Raw. Rendez-vous dans l'onglet Color Mixer et Teinte. Et sur le curseur des rouges, simplement en le déplaçant, vous allez voir s'il y a du rouge ou pas dans vos teintes, dans vos couleurs de peau. On ne le verra pas forcément à l'œil nu, mais dites-vous que s'il n'y en avait pas, faire ça, ça ne réagirait pas. De même que si je prends le curseur bleu et que je le déplace, ça ne change strictement rien à la peau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bleu dans la peau. Donc pour vérifier si vous avez des rougeurs sur la peau, si vous n'êtes pas sûr ou si vous avez du mal à le déterminer, ouvrez Camera Raw et balayez le curseur des rouges. Si ça réagit sur la peau, c'est que forcément il y a des rougeurs à enlever. Ici donc, pour enlever les rougeurs, on va aller dans l'onglet Teinte, et avec le curseur du rouge, on va le tirer légèrement vers le jaune-orange. Comme ceci, plus 25 devrait être suffisant. Pour vérifier si on a bien supprimé les rougeurs, on clique sur le avant-après. Donc avant, on voit qu'il y a de la rougeur sur le nez, par exemple, et sur les lèvres. Et après, tout à coup, hop, ça disparaît. Avant, après. Essayez de vraiment vous concentrer sur cette zone si vous n'arrivez pas à voir la différence. Avant et après. Pour vraiment aller contrôler davantage ces rougeurs, on va aller redonner de la saturation un petit peu dans les rouges. Maintenant qu'on a changé sa teinte vers l'orange, on va l'accentuer un petit peu pour faire ressortir davantage l'orange. Et voilà, avant et après. Avant et après. Une fois que vous pensez que c'est bon, tout simplement, cliquez OK. Et on se retrouve avec des rougeurs dans la peau qui ont été drastiquement réduites. Seulement, comme on l'expliquait tout à l'heure, ce traitement, on vient de l'appliquer à l'ensemble de la photo. Alors, j'ai pas forcément pris le bon exemple parce qu'on n'a pas de rouge dans le ciel, mais si on en avait eu, il serait parti également. Pour aller redéfinir le traitement colorimétrique qu'on vient d'appliquer uniquement à la zone qui nous intéresse, on va utiliser un masque, c'est-à-dire qu'on va masquer certaines parties de l'image qu'on vient de traiter pour ne garder que celles qui nous intéressent. En l'occurrence là, on va garder uniquement la peau, et le fait qu'on applique le masque partout autour va faire qu'on voit, à l'endroit où il y a le masque, la photo qui se trouve juste en dessous. Imaginez qu'on ait deux photos imprimées, on en a une avec la peau corrigée et l'autre pas du tout. Eh bien, on va découper sur la première feuille la zone où la peau est corrigée et on va aller la coller sur la photo qu'on a laissée intacte. De cette manière, on obtiendra bien une seule photo avec les zones colorimétriques que l'on a voulu corriger. Pour ce faire, on vient donc sélectionner notre calque qu'on vient de corriger. Si vous n'êtes pas sûr duquel c'est, simplement
Simplement, rendez-le invisible et on voit bien que quand on le rend invisible, on retrouve les rougeurs sur la peau. Rougeur, plus de rougeur. Rougeur, plus de rougeur. Pour appliquer un masque, ce n'est pas compliqué, on va maintenir la touche Option enfoncée et aller cliquer sur cette icône là en bas. Vous verrez qu'un rectangle noir s'est affiché juste à côté de notre photo. Alors le rectangle représente le masque. Tout ce qui est noir, ce sont les zones qui ne sont pas prises en compte. Tout ce qui est blanc représente les zones qui sont prises en compte. Donc là, avec le masque négatif et donc entièrement noir, on ne voit donc rien du tout du calque qu'on a corrigé. Ça va donc être à nous d'aller rendre visibles les zones qu'on veut garder. Pour rendre certaines zones visibles, il va donc nous suffire d'aller chercher notre pinceau, ici, de sélectionner la couleur blanche si ce n'est pas déjà fait, tout simplement en sélectionnant la couleur ici, totalement en haut à gauche, cliquez OK. Veillez bien à ce que ce soit le calque qui soit le masque qui soit sélectionné et non pas la photo. Sinon, vous peindriez du blanc sur la photo et ça recouvrirait juste la photo de blanc. Ça ne jouerait pas du tout un rôle de masquage. Donc, sélectionnez bel et bien votre masque ici. Prenez la taille de pinceau adaptée à la situation et peignez par-dessus. Alors, vous remarquerez que ce n'est pas du blanc qui se met à l'image, mais que ça rend bel et bien visible notre traitement. Alors comme ça, d'emblée, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Mais regardez maintenant, si j'enlève le calque qui se trouve en dessous, il ne nous reste que celui-ci. Et là, on a vraiment conscience du coup de ce que fait le masque. On va aller peindre toutes les zones où il y a de la peau, puisque c'est là qu'on voulait enlever les rougeurs, et aller masquer toutes les zones qui ne nous intéressent pas du tout, enfin qui ne sont pas du tout concernées par ce traitement de couleur en fait. Alors pas forcément besoin d'être précis, sauf vraiment s'il y a du rouge à proximité. Une fois que c'est fait, on peut rétablir le calque d'en dessous. Et on voit vraiment que si on enlève le calque qu'on a rajouté au-dessus, on récupère les rougeurs. Avant, après, avant, après. Une fois que c'est fait, tout simplement, calque, aplatir l'image. Et on récupère une image synthétisée, corrigée. Si maintenant votre but était d'appliquer la correction à la totalité de la photo, ne vous amusez pas à faire des masques, il suffit d'aller appliquer votre filtre tout simplement, et on n'en parle plus quoi. Pas besoin de vous embêter. Voilà, je fais OK, hop, ça s'est appliqué à la totalité de l'image, il n'y a pas besoin d'aller créer des masques. Cette méthode est très facile pour aller appliquer des corrections simples et aller donner un mood et une ambiance générale colorimétrique à votre photographie. Cependant, comme on l'a évoqué juste avant, cela ne vous permettra pas de faire des changements drastiques et d'aller changer un vase rouge en vase bleu. On va tout de suite voir ensemble une autre méthode qui va nous permettre de faire ça très simplement. La deuxième méthode de correction colorimétrique consiste à utiliser le calque de réglage. Alors le calque de réglage, qu'est-ce que c'est? C'est un calque qui va venir se glisser donc dans votre section des calques à droite, qui ne compte pas comme une image, mais comme un paramètre. Et le paramètre que vous allez appliquer à ce calque va en fait interagir avec tous les calques qui se trouvent en dessous de lui. Alors comme ça paraît assez compliqué, mais en réalité, c'est assez simple à comprendre, on voit ça ensemble tout de suite. Admettons par exemple, pour revenir sur cette photo, qu'on ait envie de changer la couleur de cette pelote de laine jaune et de la rendre rose. Pourquoi pas, admettons. Simplement, pour cette technique, commencez toujours par vérifier que votre calque est bel et bien sélectionné. On va créer un nouveau calque de réglage. Alors, on va faire ça avec l'icône ici en bas à droite. Calque de réglage, du coup, qui se traduit Adjustment Layer en anglais. Alors, on va ici utiliser Hue and Saturation. Normalement, une petite fenêtre s'ouvre. C'est possible que elle s'ouvre ici sur le côté à droite. Alors simplement, si vous voulez la voir ici comme moi, vous pouvez, tout est détachable sur la palette de droite. Il suffit d'aller cliquer sur le panneau que vous voulez déplacer et le déplacer où vous voulez sur l'écran. Si vous ne le voulez pas sur l'écran, vous pouvez simplement le réincorporer ici en surlignance bleue dans la colonne. Alors moi, le panneau, j'aime bien l'avoir à portée de main et surtout, j'aime bien voir mon sujet. Alors, je le déplace un petit peu. Et on va cliquer ici sur
cette petite icône. Cette icône nous permet de dire à Photoshop qu'on veut que le calque de réglage s'applique uniquement au calque qui se trouve en dessous. Alors je parle au calque au singulier. Autrement, il se serait appliqué à toute la série qui est en dessous de lui, toute la série qui le précède. Cette petite flèche permet de dire à Photoshop qu'on veut que ça s'applique uniquement à celui d'en bas. Même si vous en avez 10 superposés, ça s'appliquera uniquement au calque que surplombe le calque de réglage. Donc, si vous avez compris, vous avez pu déduire que dans ce cas de figure, c'était pas forcément nécessaire, puisque dans tous les cas, on n'avait qu'un seul calque en dessous, mais c'est une astuce que je vous ai glissée comme ça pour la suite. Alors, une fois que ce calque de réglage est créé et qu'on lui a bel et bien dit de s'appliquer uniquement à l'image d'en bas, on va aller sélectionner, on va aller dire à notre calque de réglage quelle couleur exactement on veut aller changer. Pour ça, il va falloir aller cliquer sur la petite main ici et aller se reporter sur l'image. Voilà, vous avez la pipette qui s'est affichée. Vous allez maintenant pouvoir aller cliquer sur une couleur, la couleur qui vous intéresse en l'occurrence. Alors, cliquer sur cette couleur vous a isolé sa plage colorimétrique ici. Vous voyez, Photoshop a créé automatiquement des petits curseurs qui vont aller envelopper la teinte dans laquelle se situe cette couleur-là. Maintenant que la couleur a été sélectionnée, on n'a plus qu'à faire virer le curseur de teinte, donc hue, je rappelle, c'est teinte, pour aller changer la couleur de cet objet. Et remarquerez que comparé à la méthode d'avant, on ne se dirige pas seulement un peu plus vers le jaune, un peu plus vers l'orange, mais on peut complètement métamorphoser cette couleur. Avec des résultats assez surprenants. Vous voyez que si on le pousse à l'extrême, on commence à avoir du détourage qui se fait très mal d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on a sélectionné qu'une seule couleur. Si ce genre de problème arrive, il suffit d'aller cliquer sur la pipette plus et d'indiquer à Photoshop que la couleur qu'on veut changer s'étend un petit peu plus. Et on va aller cliquer, voilà, sur les couleurs manquantes qui n'ont pas été prises en compte. Une fois que c'est fait, tout a été pris en charge et on n'a plus de problème de bord qui ne se mettrait pas dans la bonne teinte. Alors maintenant, on n'a plus qu'à choisir la teinte qu'on voulait lui donner, peut-être celle-ci, rouge. Peut-être qu'en changeant la couleur, ça a redonné un peu trop de saturation, donc on diminue un petit peu la saturation. On ferme le panneau. Et là, vous me direz, c'est super, mais ça s'est appliqué à toute l'image. Et bien, même principe que pour tout à l'heure, on va aller appliquer, évidemment, un masque à cet effet. Alors, quand on ouvre un calque de réglage dans Photoshop, il est têtu, il ouvre lui-même un masque. Bon, je préfère je ne sais pas, moi je préfère travailler avec des masques d'emblée négatifs. Celui-là est positif, il s'affiche déjà blanc. Donc je vous invite tout simplement à le supprimer en cliquant dessus et en maintenant le clic enfoncé, le glisser vers la corbeille. Voulez-vous vraiment supprimer ? Supprimer. Le masque est parti. Et on va créer un nouveau de la même façon que tout à l'heure en enfonçant Option et en laissant Option enfoncée, appuyer sur Ajouter un masque. On vient donc de créer un masque négatif qui a fait que notre calque de réglage soit complètement invisible puisque le masque est entièrement noir. À nous donc maintenant d'aller prendre le pinceau, la couleur blanche, adapter évidemment la taille du pinceau à la situation et d'aller maintenant peindre en blanc avec bien sûr l'icône du masque sélectionné. On va aller peindre en blanc pour dire à Photoshop, je veux que cette zone soit traitée. Et voilà, tout simplement. Vous voulez un autre objet ? Pas compliqué. On va aller peindre un autre objet. Et ainsi de suite. Vous voulez que ça se soit rouge ? Pas de souci, c'est rouge. Et le tour est joué. Si on masque le calque de réglage, on revient bel et bien à l'original. Bien sûr, encore une fois que votre réglage est terminé et que vous êtes satisfait du résultat, calque, aplatir l'image et vous vous retrouvez avec votre image retouchée. Cette méthode peut du coup vous aider à transgresser certaines règles de la préparation colorimétrique en amont. Admettons par exemple que vous avez un modèle avec un vêtement dont vous trouvez la coupe ou l'originalité super, mais qui n'est pas de la bonne couleur par rapport à la colorimétrie que vous aviez envisagée. Pas de panique, ne demandez surtout pas à votre modèle de changer de vêtement contre un qui a la bonne couleur.
Gardez-le, gardez surtout l'esprit artistique de votre photo. Si ce vêtement-là convient, si cet objet-là convient, si ce décor-là convient parfaitement à l'esprit artistique que vous voulez transmettre, gardez-le. Si c'est uniquement la couleur qui vous fait défaut, vous pourrez tout simplement, via ces méthodes, changer la couleur en post-production. Préparer la couleur en amont ne vous sert qu'à mâcher le travail. Ce n'est pas censé devenir une barrière. Préférez toujours le décor ou le vêtement qui vous correspond, même s'il n'est pas de la bonne couleur, et changez-le par après. Alors, la troisième méthode pour aller recolorer votre photo est à la fois une méthode très simple et à la fois très sympa à appliquer. Alors, pour ce faire, reprenez votre photo de base. On va tout simplement aller créer un nouveau calque. Alors, on va aller calque, nouveau calque, et on va l'appeler brush. Cliquez sur OK pour créer le calque, et on a bel et bien notre calque qui s'affiche ici. Alors, sur ce calque, on va simplement aller appliquer de la peinture de la couleur qu'on veut par-dessus la photo, et grâce à son mode de fusion, on va pouvoir faire en sorte que cette couleur s'applique au décor de la photo. Alors, de nouveau, ça paraît un peu compliqué à expliquer comme ça, mais c'est très simple. Regardez. Alors, je précise aussi que ce cas de figure peut s'appliquer à n'importe quand, n'importe quoi, mais est surtout utile pour les objets qui n'ont de base pas de couleur, comme par exemple un mur blanc, noir, ou ici, comme on aurait un canapé gris. Le problème avec la méthode d'avant, si je vous le montre très rapidement, c'est que on va avoir beaucoup de mal à changer la couleur du canapé avec cette méthode. Pourquoi? Parce que le canapé n'a pas de couleur. Et donc, faire essayer de changer la teinte d'une couleur qui n'a pas de couleur, ce n'est pas possible. Comme en début de vidéo, je vous ai dit, ne comptez jamais le blanc, le noir, le gris comme une couleur. Vous pouvez le rajouter autant que vous voulez dans une photo, ça ne comptera jamais dans vos 2 ou 3 dominantes de couleurs. De même, si je le sature, désature, ça change pas grand-chose. Oui, on voit quelques petits changements, mais c'est pas non plus folichon, quoi. Alors, je resupprime ça. Et du coup, on pourrait se demander comment aller changer la couleur d'un canapé si le gris fait partie des couleurs qui ne réagissent pas. Alors, tout simplement, on va reprendre depuis le début. On fait calque, nouveau calque, brush. Et ici, dans les petites couleurs, on va cliquer, on va aller chercher une couleur qui nous plaît bien. Par exemple, je ne sais pas moi, celle-là. Celle-là, je sais pas pourquoi, elle me parle. Je clique OK, je prends mon pinceau, et on va aller zoomer sur... Tiens, on va l'appliquer au fauteuil, pourquoi pas. On va aller zoomer sur la zone qui nous intéresse. Alors pour ça, on utilise l'outil de navigation. Très simple à utiliser, voyons, on peut se déplacer comme on veut dans le cadre et régler le zoom. Alors si vous n'avez pas cet outil, ne paniquez pas du tout. Il se trouve ici. Vous allez dans Window, ou Fenêtre, si vous êtes en français, et vous allez chercher Navigator. Voilà, et il va s'afficher directement ici. Si vous ne l'avez pas, vous l'obtiendrez de cette manière. Une fois que vous l'avez, zoomez bien sur la partie que vous travaillez, c'est important d'être bien confortable. C'est plus facile de gérer un pinceau quand on est bien zoomé sur l'objet qu'on travaille. Alors, prenez un pinceau adéquat et commencez à peindre sur le fauteuil. Et là, vous me direz, ça ne ressemble à rien, on voit clairement que c'est du faux. Oui, mais là entre en scène le mode de fusion. Et le mode de fusion, c'est magique. Le mode de fusion va définir la façon dont le calque dont on change le mode de fusion va réagir avec les calques qui se trouvent en dessous de lui. Et c'est très fascinant, regardez. Les modes de fusion se trouvent ici. Et on va tout simplement aller changer son mode sur multiplier. Et là, la couleur qu'on a peint s'adapte parfaitement au fauteuil. Alors, tous les modes de fusion, il n'y en a pas un standard ou un universel qui fonctionnera pour tous les cas. Il vaut mieux, regarder, tout simplement, faire survoler le curseur et voir lequel correspond le plus à ce qu'on recherche. Ça dépendra des cas, ça réagira différemment sur chaque photo, sur chaque matière, sur chaque élément. Donc ici, pour l'instant, le multiply est celui qui correspond mieux à, quoique linear burn n'est pas très mal non plus. Alors, on va donc continuer de peindre avec ce mode de fusion sélectionné, et de cette manière, on va pouvoir aller complètement changer la couleur de notre fauteuil. C'est un procédé qui, bien sûr, vous pouvez non seulement appliquer à des fauteuils, mais à des choses beaucoup plus complexes. Vous pouvez aller appliquer ça sur des portraits, de la peau, etc. Enfin,
tout est faisable. Amusez-vous. Aucune couleur n'est fixe grâce à Photoshop et c'est ça qui est vraiment chouette. Alors si jamais d'aventure vous veniez à dépasser de votre zone de peinture avec le pinceau, c'est pas grave. N'hésitez pas à peindre de manière assez brutale de temps en temps si vous n'avez pas la patience. Et tout simplement, après, avec bien sûr notre calque de peinture sélectionné, pas celui d'en dessous, allez sélectionner l'outil gomme. Vous réglez la taille et on va simplement aller pouvoir gommer tout ce qui dépasse. Et de cette manière, on va pouvoir aller travailler très précisément et en finesse tout ce qu'on est en train de faire. Bon là, évidemment, j'étais dans l'excès, mais travaillez toujours minutieusement. Et hop, quand on dézoome, l'illusion est parfaite, notre fauteuil est bleu. Si on l'avait complètement rempli, on aurait eu l'illusion que le fauteuil avait changé de couleur. Tout ceci s'applique à tout. Appliquez-le sur un vêtement, une voiture, un bus, un mur, un rideau, tout ce que vous voulez. Alors, vous me direz comment gérer ces couleurs, évidemment, si, comme on l'évoquait en début de vidéo, vous n'avez pas l'œil pour savoir quelle couleur appliquer. Aidez-vous des palettes du site web que je vous ai montré au tout début et du livre. Voilà, trouvez une palette que vous aimez bien et essayez de l'appliquer à votre photo. Il suffit d'aller choper les références couleurs. Ici, quand vous cliquez sur la couleur, c'est pas seulement visuel, vous avez aussi des données que le site internet vous donnait au début. Donc, rentrez tout simplement ces données ici, qui correspondent, et ça vous mettra automatiquement la bonne couleur. Et donc, vous pourrez, sur base d'une palette que le site internet vous aura générée, aller tout simplement peindre toutes ces couleurs. Quand vous entrez une nouvelle couleur, vous allez pouvoir le peindre sur tous les objets qui vous intéressent. Oh, pardon, j'essaie de peindre avec la gomme. Vous allez pouvoir aller peindre sur tous les objets qui vous intéressent et au final avoir une photo qui correspond parfaitement à la colorimétrie de la palette que vous aurez choisie. Et vous aurez un résultat nettement plus harmonieux et professionnel. Alors maintenant que vous connaissez plusieurs méthodes pour retoucher les couleurs de vos photos et réussir à l'harmoniser le mieux possible, l'idée maintenant va être de vous montrer comment aller contrôler votre image pour vérifier si bel et bien elle constitue une palette de couleurs harmonieuse. Alors, on a vu comment partir d'une palette pour établir la colorimétrie d'une image. Maintenant, on va voir l'inverse. Donc, comment partir d'une image et en extraire sa palette. Ceci peut avoir deux buts. Premièrement, extraire la palette de votre image peut vous permettre d'avoir un recul beaucoup plus important et de voir via la palette si toutes les couleurs vont bel et bien ensemble. Et deuxièmement, ça peut carrément vous permettre d'aller extraire du coup la palette d'une photo qui ne vous appartient pas et du coup de pouvoir constater comment, colorimétriquement parlant, elle a été constituée. Si vous aimez par exemple grandement un cliché d'un photographe que vous avez croisé quelque part sur internet mais avez du mal à comprendre la colorimétrie de sa photo ou aimeriez avoir un peu plus de recul sur la manière dont il traite la couleur, télécharger son image, appliquer une des méthodes qu'on va voir ensemble et vous pourrez facilement réussir à en extraire la palette pour l'étudier. Il existe 3 méthodes pour extraire une palette d'une image. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 2 gratuites et une payante. Alors, la payante n'est pas obligatoire du tout, vous pouvez largement vous en passer. Sachez juste que ça vous fera énormément gagner en rapidité dans votre façon de travailler, parce que vous cliquez sur un bouton et la palette elle est extraite. Première méthode, qui est gratuite, mais c'est probablement la plus contraignante. On va utiliser un site internet qui nous permet justement d'aller extraire une palette d'une image donnée. Alors ce site web, bien sûr, comme toutes les autres références internet dont je vous ai parlé dans cette vidéo, sera dans la description. Vous pourrez le trouver sans souci. On se rend directement sur le site web qui se présente comme ceci. Alors il vous propose tout simplement d'ouvrir un fichier via cette option. Un fichier qui se trouve sur votre ordinateur. Alors, pour ma part, il se trouve ici, Workshop Image. On l'importe et le site web devrait normalement opérer la magie et extraire lui-même la palette de couleurs qui résume du coup notre image. Et voilà, du coup, le site a terminé son extraction et nous laisse la palette du coup qui correspond à notre image. Alors du coup, on constate qu'on a bel et bien un ensemble qui est plutôt cohérent. On n'a pas un rose bonbon en plein milieu qui viendrait trancher l'équilibre de la palette. Donc tout fonctionne plutôt bien. Donc non seulement il nous donne la quantité des couleurs, la proportion des couleurs, c'est-à-dire quelle présence elles occupent dans l'image, mais il nous indique également toutes les références dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple, ici, on a la référence hexadécimale, donc toute référence couleur qui commence par carré et dièse, c'est une référence hexadécimale. Donc, en l'occurrence, 6, c'est 696E. On va faire l'expérience, on va aller dans Photoshop.
6C 696E. On ouvre la couleur et on note la référence hexadécimale. 6C 696E. Et on se retrouve bel et bien avec un gris qui correspond à ce gris ici. C'est donc la manière d'aller récupérer une couleur extraite d'une palette. Voilà, là maintenant on peut peindre aisément dans Photoshop avec une couleur que le site internet a extrait de l'image. Ce qui vous permet donc d'ouvrir n'importe quelle image, d'en extraire la palette, et avec toutes les méthodes qu'on a vues avant, d'utiliser ces couleurs-là dans Photoshop pour aller repeindre et recolorer votre image. Admettons que vous ayez par exemple une photo d'intérieur qui ne correspond pas du tout à ces couleurs-là, mais vous aimeriez la retoucher et obtenir cette palette-là. Simplement utiliser les valeurs hexadécimales pour aller peindre dans Photoshop par-dessus votre décor et que, au final, quand vous ayez fini cette manipulation, vous vous retrouviez avec une image qui correspond également à cette palette. La deuxième méthode est un petit peu plus complexe, mais a le mérite de fonctionner à l'intérieur de Photoshop. Ce qui veut dire que vous n'aurez plus besoin d'importer à chaque fois les couleurs sous forme de valeurs hexadécimales et que vous pourriez tout simplement utiliser les menus à gauche à droite pour retrouver ces couleurs facilement. Pour ce faire, il va falloir être attentif parce que les paramètres sont assez pointilleux. Sélectionnez toujours le calque qui vous intéresse. Sélectionnez toujours le calque de l'image dont vous voulez extraire la palette. On va aller dans Images, Mode, Indexed Colors. Et vous allez entrer exactement les mêmes paramètres que moi, qui ici sont déjà mémorisés parce que mes préférences font que ça se met tout le temps comme ça. Alors, vous devez sélectionner Local, Perceptual. Normalement, de base, si je me souviens bien, vous, c'est 256 couleurs qui s'affichent, mais n'en entrez que 10. Une palette colorimétrique est censée être un résumé de l'image. Vous vous retrouvez avec 256 couleurs, ne vous aidera pas à comprendre les dominantes de votre cliché. Donc, favorisez toujours des palettes qui se situent entre 8 couleurs et 10 couleurs. C'est normalement largement suffisant pour se faire une idée concrète de comment cette image a été construite colorimétriquement parlant. Alors, ici, ce champ, vous laissez None, None et None. Cliquez sur OK et l'image ressemblera à une planche de BD ou de dessin animé dont les couleurs auront été ultra simplifiées. Ça veut dire que Photoshop en fait aura redessiné votre image avec seulement 10 couleurs. L'idée maintenant, c'est d'aller extraire ces 10 couleurs de là pour les avoir sous forme de palette. Pour ce faire, ce n'est pas compliqué. On retourne dans Images, Mode, Color Table, et vous allez avoir toutes les couleurs. Vous allez récupérer dans cet encadré la palette qui constitue votre image. C'est-à-dire que votre image a été constituée sur base de 10 couleurs, c'est ce qu'on a entré dans le panneau de configuration précédent. Et maintenant, ces 10 couleurs, elles vous sont résumées ici. C'est-à-dire que tout ce qui s'affiche là, tout ce qui s'affiche sur votre écran, n'est constitué que de ces 10 couleurs-là, et donc de la palette correspondant à votre image. Maintenant, comment pouvoir attraper cette palette en dehors de ce panneau et pouvoir la travailler? C'est très simple. On va faire Save. Et on va pouvoir sauvegarder cette palette n'importe où sur l'ordinateur. Alors pour l'avoir toujours à portée de main, je vous conseille de l'enregistrer sur le bureau avec le nom que vous voulez. Palette, salon. Alors attention de ne jamais supprimer l'extension. Si par malheur vous veniez à la supprimer, il suffit de rajouter .act et c'est terminé. Enregistrez donc sur le bureau. OK. Votre palette est enregistrée sur le bureau. Maintenant que vous avez la palette sur votre bureau, elle est disponible pour en faire absolument tout ce que vous voulez. Imaginons maintenant que nous réouvrons une image qui n'a strictement rien à voir. Essayons ceci. Ouvrez n'importe quelle image sur votre ordinateur. Admettons que sur cette image, vous vouliez la même ambiance colorimétrique qu'ici. Il suffit donc d'extraire la palette de cette photo-là et d'aller recolorer cette photo-ci en s'aidant de la palette qu'on vient d'extraire. Pour ce faire, il va falloir importer la palette qu'on vient d'extraire. Donc, allez dans l'onglet Swatches, ici, Color, Swatches, Gradients, Patterns. De nouveau, si ça s'affiche pas, si l'onglet ne s'affiche pas, tout ce que je pourrais avoir sur mon écran qui ne s'affiche pas chez vous, vous le retrouveriez dans l'onglet Windows.
Allez donc dans Swatches. Ici, je n'ai aucun groupe, mais vous avez certainement beaucoup de groupes qui s'affichent. Alors, je vais créer n'importe quel groupe pour vous montrer. Voilà, vous avez quelque chose comme ça qui s'affiche. Supprimez-les, ils ne vous serviront jamais à rien. Donc simplement, glissez, déposez sur la corbeille jusqu'à ce que votre dossier soit complètement vide. Créez un nouveau groupe qui s'intitule palette. Une fois que ce groupe est créé, faites attention de bien le sélectionner. Allez dans le petit panneau là-haut et faites Import Swatches. Et là, il n'y a plus qu'à aller localiser la palette qu'on a extraite de l'autre image. Sélectionnez-la, ouvrez-la, et vous vous retrouvez avec toutes les couleurs qu'on a synthétisées de l'autre photographie. Il ne vous reste plus maintenant qu'à appliquer toutes les méthodes qu'on a vues ensemble pour recolorer votre photo en conséquence. Par exemple, là, si vous voulez peindre, ouvrez un nouveau calque, sélectionnez une des couleurs présentes ici, par exemple ce jaune, prenez le pinceau et on peint par-dessus. On change le mode de fusion, etc., etc., et on obtient les bonnes couleurs. Par exemple, pour la teinte de peau, hop, on va aller choper ça, on va aller peindre par-dessus, etc., etc. Pour le noir, au lieu d'avoir un noir, on va plutôt avoir un marron foncé. Pardon, on va avoir un marron foncé. On va peindre par-dessus, etc., etc. Changez le mode de fusion et au final, vous allez avoir une photo complètement recolorée selon la palette qu'on avait avant. Je vous conseille néanmoins, peu importe la méthode que vous utilisez, d'effectuer une seule action par partie d'image. C'est-à-dire que si vous voulez recolorer la balle, faites un calque uniquement pour la balle. Une fois que c'est fait, aplatissez l'image. Si vous voulez recolorer le polo, faites un calque uniquement pour le polo. Faites le polo, aplatissez l'image, etc., etc. Ne peignez jamais plusieurs objets sur le même calque, comme je viens de le faire rapidement, juste pour vous montrer. Enfin, sachez qu'il y a un moyen très facile d'accélérer cette façon de travailler grâce aux actions. Alors, les actions Photoshop, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une compilation d'actions, de paramétrages qui ont été enregistrés et qu'on peut exécuter via un seul bouton. Alors, je vous ai créé une action personnalisée pour tout ce qu'on vient de faire qui va vous faire gagner énormément de temps. Toute la démarche de image, mode, index colors, etc. et tous les paramètres vont en fait être directement automatisés via l'action. Alors, comment fonctionne une action? C'est très simple. On se rend dans le panel ici et vous allez cliquer sur le petit play pour trouver les actions. Alors, si de nouveau cette icône n'apparaissait pas, on va dans Fenêtre et on coche Action. Il apparaîtra du coup ici. L'action qui configure tout ceci, je l'ai déjà faite. Et elle est disponible de nouveau via un lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est la télécharger sur votre ordinateur et l'importer directement dans vos actions Photoshop. Pour ce faire, rien de plus simple, vous ouvrez le panneau des actions, vous cliquez sur cette petite icône ici, et vous allez sélectionner Load Actions. Et là, vous allez pouvoir, là où évidemment où vous avez rangé votre action, retrouver l'action en question. Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'elle est déjà importée. Elle se retrouve ici. Alors, c'est très simple. Une fois que l'action est dans le panneau, on ouvre le dossier, on sélectionne l'action et on clique sur Play. Et vous remarquerez que tout a réussi. Les couleurs ont bien été synthétisées et le dossier a été créé directement dans Swatches. Vous n'avez plus qu'à importer la palette dedans et le tour est joué. Ça vous fait gagner un temps considérable, c'est le pouvoir des actions Photoshop. Attention seulement, l'action Photoshop ne fonctionne que si votre version de Photoshop est en anglais. D'où l'importance que j'ai soulignée en début de vidéo. Vous pourrez retrouver sur Internet d'innombrables actions de beaucoup d'experts en retouche ou photographes qui ont créé leurs propres actions qui conviennent à leur façon de travailler, qu'ils partageront avec vous pour que vous puissiez les utiliser. Et vous vous en doutez, ces actions sont majoritairement codées en anglais, ce qui fait que si votre logiciel est en français et que vous lui demandez d'effectuer des actions en anglais, il ne s'y retrouvera pas, il ne trouvera pas l'équivalent dans ses menus. Raison pour laquelle il est très important pour vous, dès maintenant, de convertir votre Photoshop en anglais pour pouvoir non seulement vous familiariser avec l'universalité des échanges techniques par rapport à la photo, mais aussi de pouvoir utiliser les actions
disponibles sur le marché. Alors, la troisième méthode, qui est la méthode payante, mais la plus rapide de toutes, nous nous en cachons pas, est un outil, un petit plugin à greffer à Photoshop qui s'appelle Color Map X. Il coûte 35 $, c'est raisonnable, c'est pas très très cher. Bon, si vous n'êtes pas professionnel et si vous avez le temps vraiment de développer toutes vos photos, ne le prenez pas. Utilisez simplement ce que je viens de vous montrer, soit le site internet, soit la petite action que j'ai synthétisée pour vous. Si en revanche, vous avez vocation à faire de la photo plus souvent ou si vous êtes professionnel, achetez cet outil, il ne coûte pratiquement rien et vous fera gagner un temps considérable. Cet outil, du coup, une fois acheté et installé, s'affiche ici dans le menu et se présente comme tel. Voilà, vous pouvez tout simplement, grâce à ce curseur, régler le nombre de couleurs que vous voulez extraire de la photo et vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Analyser ». Et voilà, directement, Photoshop vous crée une palette qui synthétise votre image ici. Alors, ces palettes, une fois récupérées, comme je l'ai déjà dit, vous permettent soit de contrôler votre travail pour voir si vous avez une bonne cohérence colorimétrique dans votre photo, soit vous permet d'analyser d'autres photos sur Internet, d'autres photographes ou autres, pour pouvoir comprendre leur colorimétrie. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis d'améliorer votre façon d'aborder la philosophie colorimétrique par rapport à vos photos. Alors, il ne s'agissait pas d'un épisode Photoshop dédié vraiment à la retouche, mais plus vraiment à la philosophie, à la façon de penser, de travailler la couleur, plus moralement que techniquement. Je ferai bien sûr d'autres épisodes qui, eux, auront pour vocation de vous montrer vraiment comment appliquer et retoucher des couleurs photos. Mais en attendant, vous pourrez, en amont de chaque shooting que vous ferez, réellement avoir une approche très différente des couleurs de vos décors et avoir une idée précise de comment vous pourrez les retoucher. Tout ceci, à terme, vous fera gagner énormément de temps et vous aidera à obtenir une colorimétrie beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus réfléchie dans tout vos travail photo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous aurez passé un bon moment en la visionnant. Si c'est le cas, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Noé Kevin pour Lumiframe. À bientôt.